Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Nous démarrons cette année civile en vous la souhaitant merveilleuse aux uns et aux autres et nous recevons via le numérique Jean-Loup Msika à qui je dis avant tout bonjour. Bonjour Jean-Loup Msika. Bonjour Monique. Alors Jean-Loup, je dois dire que vous êtes à l'initiative d'une idée que je trouve un peu pharaonique et qui est magnifique et à laquelle je souhaite la réalisation la plus immédiate possible, c'est la création d'un musée de la mémoire juive orientale qui sera aux environs de Jérusalem et probablement à l'intérieur de Jérusalem. Et je vous donne tout de suite la parole pour nous parler déjà de ce projet. Oui, ce projet correspond à un besoin réel de faire connaître l'histoire, parce que l'histoire est souvent ignorée. Quel est le peuple autochtone le plus ancien dans la région? C'est le peuple juif. Donc le peuple juif ne peut pas être un colon à Jérusalem ni au Moyen-Orient, contrairement aux résolutions des Nations Unies et de l'UNESCO. Il y a une clarification à faire. Quel a été le statut imposé aux juifs et aux chrétiens d'ailleurs, après la conquête arabo-musulmane du 7e siècle? Qu'est-ce que la dima ou dimitude? En quoi consiste-t-elle? Les concepts issus de la charia, de la loi islamique, a-t-il eu une influence directe sur la perception d'Israël par ses voisins, comme un peuple de dhimmi rebelles, ce qui a conduit au refus systématique de reconnaître un État juif? Idéologie issue cette idéologie issue de la charia peut avoir encore une influence sur la perception actuelle de l'État d'Israël par ses voisins, ce qui mène au conflit. Alors, pourquoi est-ce que 900 000 juifs ont été exilés, soit brutalement du jour au lendemain, comme les juifs égyptiens, ou soit, par exemple, par une ségrégation inacceptable, consécutive à l'indépendance, le départ des lois de la République française qui garantissaient l'égalité de tous devant la loi, ayant rétabli ces ségrégations qui datent du 7e siècle. Alors, en fait, Netanyahou, le Premier ministre actuel, était ambassadeur aux Nations Unies en 1987. Et il s'est exprimé devant la WOJAC, c'est la World Organization of Jews from Arabic Countries, donc qui tenait son congrès le 27 octobre 87. Il s'est exprimé comme ceci: nous ne sommes pas parvenus à raconter et à faire entendre l'histoire de l'exode massif et forcé des Juifs fuyant la tyrannie des pays arabes. C'est un échec que nous avons chèrement payé, car il a contribué au mythe criminel selon lequel c'était nous qui avions dépossédé, alors qu'en réalité nous avions été dépossédés. Nous sommes plus autochtones dans la région qu'aucun de nos adversaires. Et il terminait en disant: si nous n'insistons pas sur ce point, nos erreurs passées seront aggravées. Et nous commettrons un crime non seulement contre eux, c'est-à-dire contre les Juifs qui ont subi l'exil, mais aussi contre la sécurité et l'avenir de l'État d'Israël. Et pourquoi? Effectivement, c'est un enjeu national. Parce que si les Juifs ne sont pas des colons, s'ils sont le peuple autochtone, ça change tout. Alors, par exemple, nous avons un petit groupe d'intellectuels qui travaillent avec nous sur ce projet, et notamment Batiéor qui a écrit la Dima, le Dhimmi, le livre elle a fait une étude approfondie sur le statut de la Dima, et a écrit la chose suivante. C'est vrai à propos de ce projet de mémorial musée consacré à l'histoire des Juifs d'Orient. Cette réappropriation de l'histoire ne doit pas être une revanche, mais une main tendue vers les musulmans pour les aider à répudier l'idéologie djihadiste et à reconnaître les droits des autres peuples. Cela sera très difficile et nous ne parviendrons pas à ce but tout seuls. Nous avons besoin des autres peuples victimes de la dimitude.
seulement si nous parlons d'une voix unie. Réussirons-nous à amener les intellectuels musulmans à opérer cette grande réforme nécessaire à l'islam et au monde? Voilà la mission de la dimitude et celle d'Israël. Amener la paix et la réconciliation sur le monde. Flatter l'islam, comme on l'a fait jusqu'à présent, ne fera que l'enfoncer dans son fanatisme, le persuader de sa perfection et donc refuser le changement. Alors, donc, un lieu visible, central, dans la capitale, est nécessaire pour faire entendre cette histoire, pour l'étudier, pour rassembler les archives, pour organiser des conférences, des colloques, des expositions. Tout ça dans le but, comme l'a défini Battior dans son texte, dans le but de construire la paix sur la vérité. Et Jean-Loup Msika, ceci est d'autant plus vrai que près de 50% de la population juive israélienne actuelle est descendante de ces juifs orientaux qui doivent posséder un petit peu leur histoire, leur trajectoire. C'est vraiment devenu un devoir de mémoire. Oui, alors et aussi leur culture. C'est une culture maintenant qui fait partie intégrante de la culture israélienne, qui doit avoir aussi un lieu pour exprimer ces facettes variées et multiples d'une culture très ancienne et très riche, sous toutes ses formes, dans ce lieu que nous proposons, qui sera donc un lieu de culture aussi, pour la musique, le théâtre, la poésie, la philosophie, les arts plastiques, le cinéma. Je vais signaler un texte intéressant, une contribution de Claude Berger. La reconstruction de l'unité du peuple juif qui fut dispersée est impérative. Elle passe par le saisissement mémoriel de toutes les cultures créées par les exilés dans les pays où ils se sont trouvés, où ils ont vécu en exil, où ils ont survécu. Elle passe par l'affirmation culturelle de la pensée de Jérusalem. Voilà, et ça c'est Claude Berger qui a écrit ça. En fait, c'est très important parce que il faut, pour reconstituer une unité du peuple juif, il faut que toutes les cultures soient intégrées dans la capitale. Voilà. Et donc ça fait partie donc de la fonction de ce lieu à construire. Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore terrain fixé. Nous avons des propositions qui sont encore en train d'être décidées, discutées. Et à partir de là, on espère pouvoir, dans un délai assez rapproché, pouvoir commencer les études pour la construction. Alors, maintenant, nous allons passer à une autre question, car je dois préciser aux auditeurs que vous êtes architecte. Et à ce titre, ayant vu la maquette, projet de maquette, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette architecture qui vraiment allie le moderne et l'oriental, avec ses formes tout en rondeur, lumière par fenêtre, avec un genre de lumière tamisée à l'intérieur, vraiment une cour intérieure majestueuse. Mais je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus. Écoutez, ce que je me suis dit, dès que j'ai eu l'idée de pousser vraiment vigoureusement à la roue pour que ce centre d'histoire et de culture soit enfin construit, je me suis dit la chose suivante. Il faut, même si nous n'avons pas encore un terrain défini, nous avons une vision d'une situation éventuelle très centrale dans le Gansacker, en dessous dans un vaste espace engazonné du centre de Jérusalem, en dessous de la Cour suprême. Donc à partir de cette proposition, je me suis dit qu'il fallait offrir une image, un visuel, pour que l'idée puisse commencer à vivre dans l'imagination des uns et des autres. Et alors j'ai commencé à faire des esquisses, des dessins, des maquettes, différentes maquettes, en ayant toujours à l'esprit de chercher une architecture qui ait des racines au Moyen-Orient. Je voulais éviter le style international qu'on voit de New York à Chicago, en passant par Stockholm, toujours la même architecture très, très perpendiculaire, parallélépipédique et assez dure. Et j'ai pensé qu'il fallait retrouver cette fluidité de la musique orientale
Et c'est ça que j'ai essayé d'exprimer dans ma maquette. Et donc, mais il s'agit d'une maquette provisoire, d'un premier jet. Et à partir de ça, évidemment, dès que le terrain définitif sera choisi, il faudra reprendre les études architecturales et par toute une équipe d'ailleurs, aussi avec des ingénieurs, des architectes paysagistes, des muséographes, toute une équipe. Ça concerne des spécialités très variées, c'est tout un chantier important. Et ça, nous espérons pouvoir aborder cette étape des études bientôt. En tout cas, je vous le souhaite, car le projet de maquette est quelque chose de magnifique, tout en rondeur, que l'on peut voir d'ailleurs dans différentes newsletters, puisqu'il y a quelques photos qui sont reproduites. Et donc, si j'ai bien compris, il y aura plusieurs départements. Oui, alors en fait, nous aurons donc 3 étages. Donc l'étage supérieur sera surtout consacré à la culture, avec des auditoriums, des salles d'exposition, et bien entendu une grande cafétéria, des boutiques, des librairies où les gens pourront acheter des livres sur l'histoire des Juifs d'Orient. Et donc en dessous de cet étage consacré à la culture vivante, nous aurons un étage consacré à l'histoire, avec des archives, des salles d'études, des ateliers de différentes disciplines, des auditoriums pour des colloques sur l'histoire, une salle majestueuse pour la mémoire, des communautés effacées par l'histoire tragique, et ce sera donc l'étage consacré à l'histoire. Et en dessous, nous aurons l'étage inférieur qui sera un étage technique avec des garages, des abris, des ateliers dans l'entretien, etc. Donc pour un total d'environ 8000 m² entre les 3 étages. Et l'étage supérieur sera de plein pied avec le parc. Donc on pourra, après avoir assisté à des concerts ou à des représentations ou à des conférences, on pourra de plein pied sortir directement dans le Gansaker, qui est le parc principal dans le cœur de la capitale. Ça sera magnifique. Et dans la cour intérieure que l'on voit dans la maquette, vous avez prévu des concerts ? Oui, il peut y avoir si le temps le permet, il peut y avoir des concerts en plein air. Il peut y avoir aussi la possibilité d'avoir la cafétéria qui déborde à l'extérieur pour que les gens puissent profiter du beau temps. Et puis voilà, donc c'est effectivement, ça peut être assez ouvert sur l'extérieur. Et puis aussi sur le parc, qui sera donc qui sera animé aussi parce que c'est une section du parc du Gansaker qui est le soir, qui est assez sombre et peu animé. Alors avec la présence de cet équipement d'histoire et de culture, le parc pourra être en sort reconquis, réoccupé et remis en activité par du public. C'est magnifique. Alors, Jean-Loup Mordechai Sika, avant de vous quitter, je dois préciser aux auditeurs, comme un accord, nous avons décidé de faire passer Plaidoyer pour ma terre d'Herbert Pagani, et nous souhaitons tous ensemble longue vie à ce projet pour Beit Yehudi Artsot Arav. Merci Jean-Loup Mordechai Sika. Merci beaucoup Monique. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle. 11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends 2 dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ? Quels emmerdeurs !» C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la 2e baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai,
Il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissant se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur Terre. Et sur Terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme ? Faites-moi rire. Est-ce que Douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste ? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens. Les Yankees ont leurs Noirs. Les Espagnols leurs Basques. Nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. » Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.